Maman a texté, on ne vient pas à l'anniversaire de ton fils. On essaie d'économiser. J'ai répondu, je comprends. Le lendemain, j'ai vu leur direct. Une fête géante, des cadeaux partout pour les enfants de ma sœur. Mon fils a dit doucement, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Je leur ai simplement coupé les vivres. À 9 h du matin, papa était sur mon porche en train de crier. Mon fils, Mason, allait avoir 10 ans. Une décennie entière. Il était si fier. Il n'arrêtait pas de dire aux gens, j'ai 2 chiffres maintenant, comme si c'était un club secret réservé aux enfants plus grands. Je riais à chaque fois, car je me souvenais de l'époque où il m'arrivait à peine aux genoux, courant après les bulles de savon dans le jardin. Maintenant, il n'était que bras, jambes et idées. Un garçon de 10 ans qui aimait encore les dinosaures et croyait au meilleur des gens, surtout de sa famille. Nous avions planifié la fête ensemble pendant des semaines. Il a dessiné les invitations, et je les ai imprimées. Il voulait une chasse au trésor sur le thème des dinosaures, alors mon mari a construit de petits nids avec de faux œufs dans le jardin. Il y avait des mini cupcakes en forme de volcan, un bar à pizza, et ce gâteau au verre en gélatine dont il ne cessait de parler. Tout devait être vert, même la limonade. La liste des invités était restreinte mais importante, des amis de l'école, quelques voisins, mes beaux-parents, et ma famille maman, papa, ma sœur Lorraine, et ses filles, Ellie et Sadie. Nous avons envoyé les invitations tôt. Mes parents ont répondu oui. Lorraine a envoyé un pouce levé et a dit que les filles étaient excitées. Je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit se passe mal. Mason non plus. Mais au fil des minutes, chaque voiture qui arrivait n'était pas la leur. Mason jetait sans cesse des regards vers la rue, puis il retournait en courant vers ses amis, faisant semblant de ne pas regarder. Il m'a demandé une fois, en plein milieu de la décoration de sa table de gâteau, si je pensais que grand-mère apporterait ses cookies aux pépites de chocolat comme l'année dernière. Je lui ai dit que probablement, mais je savais déjà, à la façon dont il n'avait pas répondu ce matin-là. Le silence. Je le sentais dans mon estomac, alors j'ai continué à sourire. Pour lui, pour les enfants. Ce n'est que lorsque le dernier invité est arrivé et que nous avons commencé à couper le gâteau que je l'ai accepté. Il ne viendrait pas. Pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence. Après que les bougies aient été soufflées et que la chasse au trésor soit terminée, Mason s'est assis pour ouvrir les cadeaux. Il a remercié tout le monde, comme nous le lui avions appris. Puis, en pliant un sac cadeau, il a baissé les yeux sur ses genoux et a dit si doucement que je l'ai à peine entendu, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Cela m'a presque brisé. Quand j'ai eu un moment seul, j'ai vérifié mon téléphone. Un seul texto de maman, envoyé à 9 h 12, des heures avant le début de la fête, nous ne venons pas à l'anniversaire de Mason cette année. On essaie d'économiser. Aucune excuse. Aucune mention d'une autre date. Rien. Je l'ai regardé fixement, ne sachant même pas ce que je lisais. La même femme que j'avais aidée toute l'année en payant leurs factures de plomberie, en réparant les marches arrière, en envoyant des courses quand papa était sans travail manquait maintenant l'anniversaire de son petit-fils comme si c'était un événement facultatif. J'avais répondu plutôt je comprends, avant d'y avoir vraiment réfléchi. Je ne voulais rien commencer le jour de l'anniversaire de Mason. Je pensais qu'il y avait peut-être une raison, quelque chose dont il ne voulait pas encore parler. Mais le lendemain matin, à 8 h 43, mon téléphone a vibré avec une notification Facebook. Lorraine était en direct. J'ai cliqué dessus, encore à moitié endormi, et voilà. Des serpentins, des paillettes, des ballons roses partout. Une installation complète dans le jardin de maman et papa. 2 énormes gâteaux, l'un avec des licornes, l'autre en forme de couronne. Sadie ouvrait un nouveau vélo. Ellie recevait une tablette. Maman distribuait des sacs cadeaux comme si c'était Halloween. Papa filmait le tout comme s'il était le fier réalisateur d'un chef-d'œuvre familial. C'était une fête d'anniversaire, une énorme fête pour les filles. Les mêmes personnes qui n'avaient pas d'argent pour faire 20 minutes de route pour voir Mason, avaient organisé une fête digne de Pinterest le lendemain même. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste tendu mon téléphone et laissé mon mari regarder. Il a posé son café et a dit une seule chose, ça suffit. C'est fini. Fini les factures. Fini les courses. Fini les réparations de la maison. S'il ne pouvait pas être là pour notre fils, il n'aurait plus notre soutien. Plus jamais. Nous n'avons pas fait de scène, nous avons juste fermé le robinet auquel il s'abreuvait toute l'année.
Mais ils l'ont vite remarqué. Le lendemain matin, à 9 heures précises, quelqu'un a commencé à marteler notre porte d'entrée, comme s'il essayait de la faire sortir de ses gonds. C'était papa. Et il criait déjà avant même que j'ouvre. Papa n'a même pas laissé la porte finir de s'ouvrir. Il était là, le visage rouge, la voix déjà haute, demandant ce qui se passait, bon sang. Pourquoi l'argent des courses n'était pas arrivé comme d'habitude? Pourquoi je n'avais pas répondu au texto de maman? Pourquoi mon mari pensait soudainement que c'était normal d'ignorer ses appels? Il agissait comme si nous leur devions des réponses, comme si nous étions en tort de ne pas avoir envoyé d'argent cette semaine. Je n'ai pas dit un mot au début, je suis resté dans l'embrasure de la porte, avec Mason à l'étage, probablement encore endormi, et j'ai écouté mon père crier comme s'il était responsable de quelque chose. Il a qualifié notre comportement des immatures, a dit que nous en faisions toute une histoire, que nous nous posions en victime pour un malentendu. Puis il a dit qu'il avait entendu que la fête de Mason était sympa. Il a dit, c'est bien. Au moins, le garçon a eu quelque chose. Cela a fait venir mon mari à la porte. Il a demandé à papa pourquoi ils avaient menti. Pourquoi il nous avait dit qu'ils n'avaient pas les moyens de venir en voiture, qu'ils ne pouvaient même pas acheter un cadeau à 5 $, pour ensuite organiser une fête immense avec des cadeaux débordant de la table. Pourquoi il n'avait pas simplement dit la vérité, que Mason n'avait pas autant d'importance. Papa a levé les yeux au ciel. A dit que ce n'était pas comme ça. A dit, ces filles sont juste plus faciles à célébrer, et Mason n'a pas besoin de toutes ces choses de toute façon. Il vous a, vous deux. Il le disait comme un compliment. J'ai eu la nausée. Mon mari lui a dit que le robinet à argent était fermé, que dorénavant il pourrait appeler quelqu'un d'autre pour les réparations de leur pelouse, leurs factures, leurs médicaments. Nous nous étions pliés en 4 pour eux pendant des années, et en retour, ils ne pouvaient pas conduire 20 minutes pour être là pour un garçon qui les adorait. Papa a alors essayé de me faire culpabiliser, en disant, après tout ce que nous avons fait pour toi, Cathy, comme si j'étais l'ingrate, comme si ce n'était pas moi qui avais maintenu cette fausse version de la famille. C'est là que j'ai finalement parlé. Je lui ai demandé calmement, as-tu oublié l'anniversaire de Mason, ou tu t'en fichais, tout simplement? Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé fixement comme s'il s'attendait à ce que je pleure ou que je retire mes propos. Comme je ne l'ai pas fait, il a reculé sur les marches, marmonnant quelque chose à propos de regrets, et est parti en voiture. J'ai fermé la porte et je ne suis pas resté immobile pendant un long moment. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé Mason dans sa chambre, jouant avec un jouet que son oncle lui avait donné. Il a levé les yeux et a demandé si grand-mère et grand-père étaient en colère contre nous maintenant. J'ai dit, non, ils avaient juste besoin d'un peu d'espace. Il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce soir-là, mon mari et moi étions assis à la table de la cuisine pendant que le lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan. Je lui ai dit que je ne savais pas si je surréagissais. J'avais toujours été celle qui essayait de maintenir la paix dans la famille. Je n'arrivais tout simplement pas à croire qu'il choisirait les enfants de ma sœur si ouvertement, si effrontément. Il n'a pas dramatisé. Il m'a juste regardé et a dit, Cathy, il ne s'agit même plus de ce qu'ils t'ont fait à toi. Il s'agit de ce qu'ils lui font à lui. Et il avait raison. J'étais tellement habitué à encaisser les coups que je n'avais pas réalisé que ce n'était plus seulement moi qui les prenais. Mason avait toujours remarqué la différence, mais il était poli. Trop poli. Quand les filles recevaient des cadeaux surprises et qu'il avait droit à un haussement d'épaule. Quand Ellie était félicitée sur Facebook pour avoir remporté la 2e place à son concours d'art, et que le nom de Mason n'était même pas mentionné après qu'il ait gagné la foire aux sciences. Quand Sadie chantait un couplet de Brille, brille, petite étoile et qu'il apportait des fleurs, mais que la pièce de théâtre de l'école de Mason passait sans un seul texto de leur part. Il n'était pas amer, mais il devenait plus silencieux. Et cela m'effrayait plus que tout. Alors, nous avons tout arrêté. Nous ne l'avons pas annoncé. Nous n'avons pas discuté ni supplié. Nous avons juste arrêté. L'argent, les faveurs, les trajets, le paiement des factures, le fait d'être là quand eux ne l'étaient pas. Ils l'ont vite remarqué. Et puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorraine est arrivée chez nous. Sans appel, sans avertissement, juste sa minivan se garant dans l'allée. Elle est sortie avec Ellie et Sadie, tenant toutes deux quelque chose, une boîte emballée et une petite carte. Elles avaient l'air nerveuses. Elle aussi. J'ai ouvert la porte et Lorraine n'a pas souri.
Elle n'a pas fait de blague ni agi de manière décontractée. Elle a juste dit doucement, « Puis-je te parler ?» J'ai ouvert la porte et les ai laissés entrer sans un mot. Lorraine avait l'air différente, fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas physiquement, exactement, mais comme si elle portait quelque chose qui commençait à l'écraser. Ses filles étaient silencieuses, s'accrochant de chaque côté d'elle. Ellie tenait une boîte emballée avec un ruban vert brillant. Sadie tenait une petite enveloppe. Aucune des deux ne m'a regardé dans les yeux. Je leur ai dit que Mason était à l'étage et j'ai offert du café. Lorraine a dit non, juste qu'elle avait besoin d'une minute pour parler. Nous nous sommes assises dans le salon pendant que les filles allaient caresser le chien. Et pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis Lorraine a pris une grande inspiration et a dit, « Je ne suis pas venue à la fête de Mason parce que je ne pouvais pas. Je voulais venir. J'étais prête, mais je ne pouvais pas, j'ai attendu. » Elle a baissé les yeux sur ses mains et a dit qu'elle avait des douleurs à la poitrine depuis quelques semaines. Une oppression, un essoufflement. Elle est allée aux urgences. Puis ils l'ont envoyée aux urgences. Plus de tests. Ils pensaient que c'était peut-être son cœur. Elle n'en a parlé à personne. Ni à maman, ni à papa, ni à moi. Même pas à son mari au début. Elle a dit qu'elle était assise dans sa voiture le matin de l'anniversaire de Mason, avec son cadeau sur le siège passager, habillée et prête à partir. Mais elle avait l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire semblant que tout allait bien alors qu'elle ne savait pas si c'était le cas. Et puis elle a manqué la fête. Elle pensait pouvoir arranger les choses le lendemain. Elle a dit aux filles qu'elle déposerait le cadeau après un rapide arrêt chez maman et papa. Ils les avaient invitées pour un petit rassemblement dans le jardin, rien de grand, ou du moins c'est ce qu'ils avaient dit. Puis elle est arrivée. Les décorations pastel étaient partout. Un château gonflable en forme de licorne, des rangées de cadeaux emballés, une table de dessert à étage. Mes parents avaient mis les petits plats dans les grands. Elle a dit que ça ne ressemblait pas à une fête surprise, ça semblait planifié, coordonné, et pas une seule fois, il ne lui avait dit qu'il manquait l'anniversaire de Mason pour se préparer à ça. Elle a confronté maman tranquillement, à l'écart, pendant que les filles jouaient. Elle a demandé pourquoi il n'était pas venu chez Mason. Et maman lui a dit, mot pour mot, parce que c'est un garçon. Les garçons n'ont pas besoin de ces choses-là. Tu sais comment est Cathy. Elle en fait toujours trop. C'est là que Lorraine est partie. Elle leur a dit qu'elle ne se sentait pas bien et n'est pas restée pour le gâteau ou les cadeaux. Elle a dit qu'elle se sentait malade, non pas à cause de la douleur dans sa poitrine, mais à cause de la façon dont il parlait de mon fils, comme s'il était un inconvénient, une case qu'il ne voulait pas cocher. Elle m'a regardé alors et a dit qu'elle aurait dû me le dire plus tôt, qu'elle leur avait trouvé des excuses pendant trop longtemps, qu'elle pensait que les choses changeraient peut-être une fois que les enfants seraient plus grands, mais maintenant elle voyait qu'ils n'allaient pas changer. Il ne se souciait tout simplement pas de Mason comme il se souciait de ses filles. Puis elle s'est levée et a appelé Mason. Il est descendu lentement, incertain. Quand il a vu Ellie et Sadie, il s'est figé une demi-seconde, puis leur a fait un sourire timide. Ellie lui a donné le cadeau. Sadie lui a donné l'enveloppe. Il a d'abord ouvert la carte, dessinée à la main avec des paillettes, des cœurs, et une note qui disait, à Mason, le meilleur cousin du monde. Tu nous as manqué. On t'aime. Il n'a pas dit grand-chose, il les a juste serrés fort dans ses bras. Puis tous les trois se sont enfuis dans la salle de jeu comme si rien de la semaine passée ne s'était produit. Le son de leur rire flottait dans le couloir, doux et facile. Lorraine et moi sommes restés dans le salon. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle reparle à maman et papa. Pas pour une dispute, juste pour qu'ils comprennent. Je lui ai dit que je ne savais pas s'ils étaient capables de comprendre, mais je lui ai aussi dit que je n'allais pas l'en empêcher. Plus tard dans la soirée, après leur départ, j'ai trouvé la boîte cadeau dans la chambre de Mason. À l'intérieur, il y avait une petite plaque en bois avec les mots « meilleur cousin pour toujours », peint en vert et violet. On aurait dit qu'ils y avaient travaillé pendant des jours. Mason dormait, un bras dessus comme si c'était de l'or. C'était la première nuit depuis longtemps que je ressentais quelque chose de proche de la paix. Mais 2 jours plus tard, Lorraine m'a appelé. Sa voix était basse et plate quand elle l'a dit, je leur ai parlé. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Lorraine m'a appelé le matin après cette belle soirée, comme si quelque chose s'était brisé. Je l'ai entendu dès la première seconde. Pas de bavardage, pas d'hésitation. Je leur ai parlé, a-t-elle dit.
Je n'aurais pas dû, Cathy. Je n'aurais vraiment pas dû. Elle y était allée seule, laissant les filles à la maison avec son mari. Elle n'avait prévenu personne. Elle a simplement conduit directement chez nos parents et est entrée par la porte de derrière, comme nous le faisions quand nous étions enfants. La maison sentait le produit à polir au citron et le pain grillé, comme toujours, comme si rien de mal ne s'y était jamais passé. Maman était à table, pliant du linge, buvant du café comme un jour ordinaire. Papa était dehors, bricolant avec le tuyau d'arrosage. Lorraine m'a dit qu'elle s'était assise et avait demandé aussi simplement que possible, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'anniversaire de Mason ?» Maman n'a même pas scié. Elle a juste dit, « Parce que ce n'était pas le bon moment. Tu sais que l'argent a été serré. » Lorraine a insisté un peu. « Ce n'est pas ce que tu as dit à Cathy. Et la fête pour les filles, ce n'était pas non plus un budget serré. » Puis elle a posé la vraie question, « Aimez-vous Mason, au moins ?» Maman a eu l'air agacée, comme si Lorraine créait un problème à partir de rien. Puis elle l'a dit sèchement, sans émotion, Cathy a toujours été dramatique. Mason est pareil. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Lorraine m'a dit qu'elle l'avait regardé fixement pendant une minute entière, attendant un sourire narquois, un rire, une sorte de rétractation, mais il n'y a rien eu. Puis papa est entré. Elle lui a demandé de but en blanc, « Pourquoi les traitez-vous comme s'ils n'avaient pas d'importance ?» Et papa, l'homme qui me portait sur ses épaules à la foire, qui m'appelait sa fille forte, ne l'a pas nié. Il n'a pas menti. Il a juste haussé les épaules et a dit, « Cathy n'a jamais facilité les choses en grandissant. Elle était différente. Toi, tu étais plus comme nous. Naturel. Naturel. Comme si c'était la météo. Comme si ce n'était pas un choix. Comme si ce n'était pas de la cruauté. » Lorraine a dit qu'elle s'était levée et leur avait dit qu'elle n'amènerait plus les filles. Pas tant qu'ils n'assumeraient pas ce qu'ils avaient fait et ne s'excuseraient pas. Pas seulement auprès de moi, mais auprès de Mason. Maman a secoué la tête. C'est ton choix, mais tu regretteras de les éloigner de leurs grands-parents. Lorraine m'a dit qu'elle était simplement sortie. Sans crier, sans drame. Elle a dit qu'elle avait l'impression de fermer la porte sur quelque chose de lourd qui pesait sur sa poitrine depuis des années. Quand elle a fini de me raconter tout ça, je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même plus blessé. Ce que je ressentais était définitif. Ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le nôtre. Ce soir-là, après avoir mis Mason au lit, je me suis assise par terre dans le couloir et j'ai regardé dans le vide. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où je m'étais contorsionné pour devenir quelqu'un qu'il pourrait accepter. Les faveurs supplémentaires, les réponses gentilles, les invitations d'anniversaire année après année, en connaissant les probabilités. Il ne s'agissait jamais d'efforts. Il s'agissait de savoir de qui ils étaient prêts à se soucier. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Pas fort, juste 2 coups doux. Je m'attendais à un voisin ou un colis. Mais quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste un petit sac cadeau sur le paillasson. Rayures bleues et vertes, les couleurs préférées de Mason. À l'intérieur, il y avait un jouet dinosaure. Exactement celui qu'il avait montré du doigt quelques semaines avant son anniversaire. Celui auquel j'avais dit non parce qu'il était hors budget. Pas de mots, pas de carte, pas de nom. Mon mari a vérifié la caméra de la sonnette. C'était maman. Elle s'était garée 2 maisons plus loin, avait remonté le trottoir sans regarder autour d'elle, avait déposé le sac et était partie sans un bruit. Pas de coup à la porte, pas de sonnette, pas de contact visuel avec la caméra. Elle n'est pas venue pour dire quoi que ce soit, elle a juste laissé le jouet comme un paiement. Comme si elle pensait pouvoir acheter le silence ou le pardon. Je ne l'ai pas donné à Mason. Je l'ai rangé au fond de mon placard, car il ne s'agit pas d'un jouet dinosaure. Il s'agit du fait qu'elle a pu conduire jusqu'à notre porte, tenir ce sac dans ses mains, et choisir quand même de ne pas lui faire face. De ne pas me faire face. Elle n'est pas venue elle-même, juste un objet qu'elle pensait pouvoir effacer une blessure qu'elle n'a jamais reconnue. Et c'est là que ça m'a frappé. On ne peut pas réparer une relation vide avec un sac cadeau plein. On ne peut pas revenir sur des années de favoritisme avec un seul jouet hors de prix. Elle est partie ce matin-là en espérant que je donnerais le cadeau à Mason et que j'oublierais tout le reste. Au lieu de ça, j'ai fermé la porte derrière lui. Lorraine est venue après le travail, seule. Elle avait les cheveux attachés et un air fatigué,
comme quelqu'un qui a passé toute la journée à essayer de tenir quelque chose de lourd et qui était enfin prêt à le poser. Elle n'a même pas enlevé son manteau, elle est juste entrée dans ma cuisine, s'est appuyée contre le comptoir et a dit sans détour, ils ne changeront jamais. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je le savais déjà, mais elle me l'a dit quand même. Elle était retournée leur parler une dernière fois. Non pas parce qu'elle s'attendait à un miracle, mais parce qu'elle pensait que peut-être, juste peut-être, si elle exposait tout clairement, ils verraient les choses telles qu'elles étaient. Que ce n'était pas une réaction excessive et émotionnelle. Que c'était un réel dommage. Qu'il perdait quelque chose. Elle avait apporté des photos de la fête de Mason, pensant que ça les toucherait peut-être. Mason avec son chapeau de fête. Mason distribuant des cupcakes. Mason surveillant l'allée toutes les demi-heures jusqu'à ce que ses épaules finissent par s'affaisser. Elle leur a même lu le texto que j'ai reçu, le message d'une ligne de maman. Elle leur a lu les mots de Mason, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Elle leur a parlé du cadeau que j'ai trouvé sur le porche, comment ça n'avait rien arrangé, comment ça avait en fait empiré les choses. Elle a dit qu'elle n'avait pas accusé, pas crié, pas supplié. Elle a juste demandé, vous rendez-vous seulement compte de ce que vous avez fait? Et la réponse de maman a été, Cathy a toujours été émotive. Elle est comme ça depuis qu'elle est petite. Tu le sais. Mason est pareil. Ce n'est pas de notre faute s'ils prennent tout si personnellement. Lorraine a insisté davantage. Et alors? Vous ne les aimez tout simplement pas? Vous ne les aimez pas? Maman n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé Lorraine et a dit, nous avons toujours eu un lien plus fort avec toi. Ce n'est pas personnel. C'est juste plus facile. Cathy a toujours rendu les choses plus difficiles. Elle et ce mari qu'elle a, toujours à essayer de faire comme s'ils étaient meilleurs que nous. Elle a quitté notre cercle il y a longtemps. Puis papa est intervenu. Il n'a même pas essayé d'adoucir les choses. Certains enfants sont simplement plus aimables que d'autres. Tes filles, elles illuminent une pièce. Mason, non. Il va bien, mais il n'est pas comme elle. Lorraine m'a dit qu'elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle a dit qu'elle n'avait même pas pu parler pendant un moment. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était, ils ne s'entendent même pas parler. Elle a demandé s'ils étaient d'accord pour ne plus jamais voir Mason, s'ils acceptaient de me perdre complètement. Papa a dit, Cathy a toujours cherché une raison de couper les ponts. Si c'est celle-ci, alors c'est de sa faute. Nous n'avons rien fait de mal. Elle veut juste de l'attention. C'était la fin. Lorraine est partie sans un autre mot. Elle est montée dans sa voiture et est restée dans l'allée pendant 10 minutes avant de pouvoir démarrer. Maintenant, elle se tenait dans ma cuisine, me racontant tout ça, et je pouvais le voir. Pas seulement la colère, mais la honte. La honte de réaliser qu'elle avait grandi en étant favorisée, protégée, louée, pendant que j'étais critiqué en arrière-plan. Elle a dit quelque chose alors qui m'a surprise. Je pense que je voulais tellement qu'ils aiment Mason parce qu'au fond de moi, je savais qu'ils ne t'avaient jamais vraiment aimé comme ils auraient dû. Et j'avais peur qu'ils le refassent, que je reste là à laisser faire à ton enfant aussi. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ça. Puis elle s'est assise et m'a posé la question la plus difficile de toutes. Veux-tu toujours d'eux dans ta vie, même après avoir su ça? Et je n'ai pas eu à y réfléchir. Plus maintenant. J'ai dit, non. Ce soir-là, elle a amené les filles. Elles n'ont pas parlé des grands-parents. Elles n'ont pas demandé où ils étaient. Elles ont juste serré Mason dans leurs bras, lui ont donné un nouveau dessin qu'elles avaient fait, et l'ont entraîné dans un jeu qu'elles ont inventé sur le champ. Quelque chose avec des extraterrestres dinosaures et des boucliers invisibles. Je les ai regardés à travers la moustiquaire, courant pieds nus sur l'herbe, se poursuivant dans le jardin comme s'il n'y avait pas de passé. Juste le présent. Plus tard, quand nous avons mis Mason au lit, il a demandé, est-ce que mamie est toujours en colère contre moi? Je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai dit la vérité. Elle n'est pas en colère. Elle ne sait juste pas comment être une bonne grand-mère. Mais ce n'est pas ta faute, et ça ne le sera jamais. Il a hoché la tête lentement. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ne sois pas triste, maman. Je suis contrarié aussi, mais on est mieux sans eux, non? J'ai souri et j'ai dit, oui, mon grand. On l'est. Et cette nuit-là, je l'ai cru de tout mon cœur. Après tout, je n'arrêtais pas d'attendre que la culpabilité me frappe.
Cette douleur sourde et profonde que j'avais l'habitude de ressentir chaque fois que je posais une limite avec mes parents. Mais elle n'est jamais venue. Pas après ce qu'ils ont dit à Lorraine. Pas après les années de silence à l'égard de Mason, rompues seulement par des jouets emballés de culpabilité et des excuses à demi-mot. Pas après que la vérité ait enfin été dite à voix haute. Au lieu de cela, ce qui est venu, c'est le calme, puis, lentement, la joie. Le silence de leur part était total. Pas de suite aux jouets dinosaures. Pas de texto. Pas de « parlons-en » ou « tu es toujours notre fille ». C'était comme si nous avions été effacés de leur vie dès l'instant où nous avons cessé d'être utiles, et ça m'a dit tout ce que j'avais encore besoin de savoir. Au début, je pensais que Mason continuerait à demander. Il ne l'a pas fait. Quelquefois, il s'arrêtait près de la fenêtre comme s'il pensait à quelque chose, mais il n'a jamais prononcé leur nom. Jamais demandé quand il viendrait. Il a arrêté de vérifier la boîte aux lettres pour les cartes. C'était peut-être la partie la plus déchirante. La rapidité avec laquelle il a cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. Mais autre chose a commencé à se produire aussi. Il est devenu plus léger, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses petites épaules. Il riait plus. A commencé à inviter Ellie et Sadie tout le temps. Il a dit à ses professeurs à l'école qu'il travaillait sur une bande dessinée familiale avec ses cousines. Il en a même dessiné une nouvelle couverture, Les Courageux. Il y avait lui, les filles, mon mari et Lorraine sur le devant. Je n'y étais pas, jusqu'à ce que je tourne la page et que je vois que j'étais dessiné comme la personne qui tenait le monde entier derrière eux. Ce dessin est toujours sur notre frigo. Lorraine nous a invités plus souvent après que tout soit arrivé. Pas seulement pour des dîners, sans raison particulière. Elle passait avec des muffins. Son mari nous a réparé une porte qui grinçait sans qu'on le lui demande. Ils ont invité Mason au cinéma avec leur fille un week-end, juste tous les trois. Quand il est revenu, il a dit que c'était le meilleur jour de sa vie. Nous n'avons pas beaucoup parlé de mes parents après ça. C'est juste devenu quelque chose de non dit, comme un chapitre dont nous avions enfin tourné la page. Et chaque semaine, la pression qui pesait lourdement sur ma poitrine s'allégeait. Mais il y a un dernier moment dont je dois vous parler. Environ 2 semaines après que Lorraine ait eu cette dernière conversation avec eux, j'étais à l'épicerie, en train de prendre des collations pour les enfants. J'ai tourné un coin et j'ai failli percuter maman. Elle s'est figée. Moi aussi. Elle avait un chariot plein de choses, des tartes congelées, un bouquet de fleurs, et une bouteille de vin qu'elle n'achetait que pour les anniversaires. J'ai baissé les yeux. Il y avait un paquet de serviettes de fête sur le thème des dinosaures près du haut. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle allait dire quelque chose, peut-être même s'excuser. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé de haut en bas, a esquissé un sourire crispé, ce même sourire crispé que j'ai vu toute mon enfance quand je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, et a fait demi-tour avec son chariot. Elle a laissé son vin, ses fleurs et ses serviettes à la caisse et est sortie. Je ne l'ai pas suivie. Je ne l'ai pas appelée. Je suis resté là, à regarder les portes automatiques se fermer derrière elle, et je n'ai absolument rien ressenti. J'ai fini mes courses. Quand je suis rentré à la maison, Mason était par terre, en train de construire un fort avec Ellie et Sadie. Mon mari essayait de lire un journal derrière une pile de coussins de canapé, faisant semblant de ne pas faire partie du chaos. Lorraine était par terre dans la cuisine, aidant à scotcher un centre de commandement en carton. Toute la maison sentait le pop-corn et les crayons de couleur. Je suis resté là un moment, à tout absorber. C'était désordonné, bruyant, bancal. C'est là que ça m'a frappé. C'est la famille que nous avons choisie. Pas celle qu'on nous a donnée, mais celle que nous avons construite. Celle qui était là quand ça comptait. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Mason soit endormi, je me suis assise sur le porche avec mon mari. Les étoiles étaient sorties. L'air était frais. Je lui ai parlé de ma rencontre avec maman. Il n'a pas beaucoup réagi, il a juste tendu la main et a tenu la mienne. Au bout d'un moment, il a dit, « Parfois, perdre les gens qui te font du mal est la chose la plus bienveillante que l'univers puisse faire. » Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Nous n'avons pas besoin de garder toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ne mènent pas à un endroit où il vaut la peine de retourner. Certaines, une fois fermées, vous donnent l'espace pour construire quelque chose de mieux. Et nous l'avons fait. Nous avons construit un foyer où Mason est le centre, pas une pensée après coup. Où l'amour ne se mesure pas à la facilité avec laquelle on vous apprécie,
mais à la profondeur avec laquelle on vous voit. Où aucun enfant n'a à se demander s'il est aimable. Et la vérité, c'est que rien ne nous manque. Plus maintenant.